Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant un petit temps que je ne vous ai plus fait de vidéo tutoriel. Pour une raison, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du tricot. Donc il m'a fallu un petit temps pour pouvoir collecter toutes les données dont je disposais. Ça prend du temps de rédiger pour une fois, ce que je ne fais en général pas, un petit scénario, donc voilà. On y est, je vais vous parler de l'histoire du tricot pour commencer la rentrée scolaire dans quelques jours. Alors, avant toute chose, avant de commencer et de plonger dans le cœur du sujet, sachez que je ne suis pas historienne, donc les données que j'ai trouvées, ce sont des données que j'ai trouvées qui étaient à ma disposition, même si j'ai un certain recul et une certaine façon de faire et j'appréhende assez bien la recherche scientifique, il n'empêche que je n'ai pas accès à l'université, donc je me suis essentiellement servi d'Internet et de livres dont je disposais. Donc les données que j'ai sont des données partielles, de toute façon. Si vous avez des choses que vous voulez préciser, si vous avez des choses que vous voulez partager, ou si même j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire ici en dessous. Je suis de toute façon à l'écoute, je ne connais pas tout. Ici, je vous partage juste ce que j'ai lu, ce que j'ai appris dans le temps, ce que j'ai trouvé sur Internet, ce que j'ai trouvé via des historiens qui se spécialisent dans l'histoire du textile. Donc voilà, entrons dans le cœur du sujet. Parlons un peu des origines du tricot. Alors, l'art textile en lui-même peut être retraçable. Nous parlons d'abord du tissage. Il est relativement facile de trouver des informations quant au tissage, notamment par la mythologie grecque. On peut parler de l'histoire de Arachné et d'Athéna. Athéna qui a transformé une très jolie jeune fille appelée Arachné en araignée parce qu'elle était très jalouse du résultat et de ce que pouvait faire Arachné. Arachné était une très bonne tisserande. On peut parler de Pénélope, Pénélope qui attendait son amoureux Ulysse. Donc on a déjà une trace on sait identifier d'où, plus ou moins, on va dire, de quand date le tissage. On peut aussi identifier de quand date la couture parce que le matériel qui servait à faire de la couture, c'était des aiguilles en métal, et le métal se désagrégeant moins que d'autres matières, on retrouvait des pointes avec un chat, une pointe aiguë, une pointe pointue qui ne laissait aucun doute, quasiment aucun doute quant au fait que ça servait à coudre. Donc on a trouvé des traces relativement anciennes du tissage, on a trouvé des traces relativement anciennes de la couture, mais le tricot c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Le tricot semblerait être un art plus domestique, moins noble, semblerait, je dis bien, parce que vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai, mais semblerait être un art plus domestique, donc on a moins tendance à retrouver des pièces. En plus, les matériaux utilisés pour le tricot sont des matériaux qui se dégradent relativement facilement, relativement vite, on va dire. La laine, la soie, le coton, ce sont des matériaux biodégradables, il n'existait pas encore les fibres synthétiques à cette époque. Et puis, le matériel dont on se servait pour tricoter était aussi, se dégradait aussi rapidement. Le bois se dégrade beaucoup plus rapidement que le métal, l'os se dégrade beaucoup plus rapidement que le métal. Donc ici, on a une certaine confusion de quand date le tricot. Alors, on a trouvé des traces de pièces qui n'étaient pas tissées, qui n'étaient pas cousues, mais qui semblaient être tricotées. La première pièce dont je vais vous parler, il n'y a pas vraiment d'accord quant aux historiens. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on est encore en pleine découverte de quand réellement date le tricot. C'est à mon avis, une technique qui a évolué beaucoup avec le temps et avec l'évolution du textile. Donc, une des premières pièces qu'on pensait être tricotées, qu'on en a trouvées, est une paire de chaussettes rouges qui ressemblent très fort aux chaussettes tabi. Si vous faites un art martial, vous saurez de quoi je parle. Ces chaussettes tabi, ce sont ces chaussettes dans lesquelles il y a un doigt et le reste de la chaussette, donc il y a un doigt pour le gros orteil, c'est pour pouvoir y mettre des sandales. Donc on a trouvé ces chaussettes dans une tombe dans le centre de l'Égypte, tombe qui daterait plus ou moins de l'ère grecque, donc entre moins 250 et moins 400 avant Jésus-Christ.
Ces chaussettes sont en coton et sembleraient être tricotées. Alors on ne sait pas si ces chaussettes étaient un accessoire que l'on utilisait dans la vie de tous les jours. Donc la personne qui avait été décédée, on lui a mis ces chaussettes-là et elle s'en servait pour aller travailler, pour Dieu sait quoi, pour faire ses courses ou n'importe. Ou est-ce que c'était une paire de chaussettes que l'on a mis et qui sont un ornement, quelque chose qu'on met uniquement aux personnes défuntes pour passer dans l'au-delà, on ne sait pas trop bien. Mais en tout cas, ces chaussettes-là étaient rouges, une couleur très vive, elles sont relativement intactes, on les retrouve encore au musée, et pendant très longtemps, on a pensé que c'était du tricot. Or, il y a environ une dizaine, quinzaine d'années, on a pi faire du recoupement avec une technique qui s'appelle non pas le tricot, mais qui s'appelle le nail binding, je suis désolée, hein, parce que je ne parle ni danois, ni norvégien, ni suédois. C'est une technique viking, en fait, elle n'est pas viking à la base, mais on la retrouve notamment chez les vikings. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir cette technique-là au musée de Fodviken, à Malmö, juste avant de traverser le pont pour pouvoir aller à Copenhague. Et cette technique-là, on utilise non pas 2 aiguilles à tricoter, mais une aiguille qui ressemble très fort à une aiguille à coudre. Donc vous avez un chat, et cette aiguille-ci, elle est en os. Alors, contrairement au tricot où on passe un fil dans une boucle de droite à gauche, le nail binding, c'est l'inverse. On passe un fil mais à travers la maille, mais tout le fil, pas qu'un morceau de fil comme en tricot. Donc ça ressemble un peu plus au crochet, on va dire. Et encore, pas tout à fait au crochet, et c'est beaucoup plus complexe. Ça donne un tissu moins extensible que le tricot, parce que il y a plusieurs mailles qui se font. Enfin, c'est une technique qui est un peu hybride entre le crochet et le tricot. On ne sait pas trop bien d'où est issu le nail binding. On ne sait pas trop si c'est à l'origine du tricot. Bref, voilà. Donc, on a cette technique-là, et les chaussettes dont je vous parle, les chaussettes égyptiennes, étaient dans cette technique-là et non pas dans la technique du tricot. Donc ça invalide le fait que, contrairement à ce qu'on le pensait jusqu'à présent, le tricot datait d'avant Jésus-Christ, on pense que cette technique-là la technique du tricot telle qu'on le connaît est beaucoup plus récente que la technique que l'on pensait être datant d'avant Jésus-Christ. Ensuite, quelles sont d'autres traces? Certains historiens pensent que la technique du tricot viendrait aussi d'Égypte, donc du Moyen-Orient. Donc, le lieu de l'origine du tricot ne laisse pratiquement aucun doute. C'est le Moyen-Orient. Donc, on a retrouvé des traces et on pratique encore cette technique-là, ça s'appelle le sprang. Le sprang, c'est une méthode de tissage sur un cadre rudimentaire. Donc, vous avez un cadre avec 2 tiges en bois, on tire les tiges en bois, on fait une trame. La trame, c'est la base du tricot, hein, la base du tissage, pardon. On enroule le fil autour de ces 2 tiges, on les tire pour pouvoir faire une trame relativement tendue, pas trop tendue parce que ça doit rester relativement souple, contrairement à un tissu où la trame est bien tendue, et la chaîne, pardon, j'ai dit la trame, c'est la chaîne, j'ai inversé, donc on monte une chaîne en tissage sur les deux tiges en bois, relativement souple pour pas faire quelque chose d'aussi rigide qu'une pièce en tissu, et la chaîne, donc la trame, pas la chaîne, j'y arriverai, on va s'en sortir, la trame, donc, où vous allez travailler le point, ce sont des fils qui sont torsadés. Donc vous allez chercher les fils de chaîne à l'arrière et les fils de chaîne à l'avant et vous allez croiser vos fils pour en faire une sorte de filet. Donc c'est la méthode du filet à la base et on pense que, donc ça se faisait sur cadre, on pense que une tribu copte nomade, pour faciliter le transport de cette méthode, a décidé non plus d'utiliser un cadre, mais d'utiliser des baguettes amovibles qui sont devenues les aiguilles à tricoter. Donc c'est la deuxième hypothèse quant à l'origine du tricot. Ensuite, on a retrouvé d'autres vestiges, notamment des vestiges de choses, pas vraiment des chaussettes, en coton blanc et en coton teint à l'indigo en Égypte. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est quasiment certain que le tricot est originaire du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient plutôt, enfin Moyen-Orient et Proche-Orient, parce que l'Égypte étant relativement basse en Afrique, on peut parler de Moyen-Orient et de Proche-Orient. On a retrouvé des chaussettes teintes à l'indigo avec un motif très complexe de
sorte de jacquard, on va dire, de lettres arabes, de motifs, qui fait penser qu'en fait le tricot pourrait être issu de cette période-là. Alors on ne sait pas encore vraiment si c'est la méthode du Sprang qui a été dérivée, si c'est la méthode de Nail-binding qui a évolué, on ne sait pas encore vraiment identifier. Mais c'était une des premières traces réelles du tricot, et là ça date du Xe siècle que l'on trouve. Alors on pense vraiment que ça doit dater d'avant, parce que les pièces qu'on a trouvées sont des pièces complexes, où il y a une tige, où il y a du jacquard, il y a des talons, et il y a il y a une pointe de chaussettes, donc des techniques que vous commencez pas quand vous êtes débutant en tricot, forcément. Donc ça nécessite une certaine technicité. Le tricoteur qui a fait ces pièces-là, c'était quelqu'un d'expérimenté. Donc on pense qu'en fait, le tricot date d'avant, mais cette pièce-là date plus ou moins du Xe siècle. Donc ça vient du Moyen-Orient. Chose qui renforce le fait que ça vient du Moyen-Orient, c'est que le tricot se lit de droite à gauche et l'arabe se lit de droite à gauche. Donc voilà un peu pour les origines du tricot. On pense que ça s'est répandu en Europe parce que les Arabes ont conquis l'Europe, ont été jusqu'à Poitiers en France, et ont amené la technique du tricot avec eux, par les croisades, par les conquêtes arabes, ça se diffuse partout en Europe. Et on pense que dans les environs du Xe, XIe siècle, la technique s'est répandue partout en Europe, et est devenue une technique pratiquée par beaucoup de monde. Donc voilà un peu pour les origines du tricot, qui reste très très flou, forcément. Et là maintenant je vais vous parler d'autre chose. Nous sommes au Moyen-Âge. Je vous ai dit, les Arabes ont envahi l'Espagne, une partie de la France. Ils ont amené avec eux les chiffres arabes, mais ils ont amené aussi avec eux le tricot. À cette époque, on retrouve des pièces tricotées. Donc là, on peut un peu plus tracer l'impact du tricot dans la vie de tous les jours. Les origines sont assez floues, mais là, on peut commencer à tracer et identifier quelles pièces tricotées étaient faites, pour qui, etc. Donc on a retrouvé une des premières pièces tricotées que l'on a retrouvées, outre les pièces dont je vous ai parlé, c'est un bonnet, une sorte de bonnet qui ressemble très fort à un casque militaire, mais à mon avis, il est dégradé, donc par conséquent, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait réellement, mais ce bonnet était fait en soie de la mer, en soie, en sea silk. C'est une fibre qui est issue de la sécrétion d'un mollusque, donc c'est quelque chose d'assez rare. Il faut reconnaître que c'est assez rare, c'est assez difficile à filer, donc par conséquent, ça devait être une pièce d'exception. On retrouve aussi des gants liturgiques. En fait, les prêtres et évêques, lorsqu'ils font la consécration du pain et du vin, ne pouvaient pas porter des gants cousus. Ils devaient porter des gants sans couture, et certainement pas en peau, parce que la peau vient d'un animal mort, et c'était pas suffisamment noble. Donc on retrouve des gants faits en soie, parfois faits en soie cousu ou agrémenté d'un fil d'argent ou d'or. Cette soie est soit blanche, soit rouge, donc teint jamais noir, et ce sont des pièces d'exception. On retrouve ça notamment dans les reliques des églises romanes, des églises du bas Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge. On a retrouvé aussi des petites bourses dans lesquelles on retrouvait les reliques des saints, qui étaient des pièces tricotées avec du jacquard complexe, avec de la soie, avec de l'or ou de l'argent. On a retrouvé aussi des housses, de coussins mortuaires de la royauté, notamment une housse mortuaire qui a été tricotée très finement, 80 mailles au 10 cm. On l'a retrouvée dans une tombe, je ne sais plus de quel roi, je vous mets ça ici en dessous, et elle était particulièrement complexe en travail de couleur. Donc, on se rend compte qu'à ce moment-là, le tricot est présent, il est surtout très présent dans la royauté et dans la liturgie, donc dans tout ce qui est papauté, évêché, archevêque, prêtre. Mais on suppose que si le tricot était présent dans la noblesse, il devait certainement être présent aussi dans la vie de tous les jours avec des matières moins nobles et avec de la laine. Donc, dans la noblesse, c'était majoritairement un fil non extensible, c'était un fil tel que la soie, qui n'est pas extensible,
c'était tricoté par des religieuses ou des artisans, et je vais y revenir par la suite pour parler des artisans de cette époque. Et comment est-ce qu'on tricotait ces pièces-là? Eh bien, on se rend compte qu'elles étaient tricotées en rond. Et on tricotait en rond, très probablement sur des aiguilles en montal en double pointe. On ne connaissait pas le point envers à cette époque-là, on ne tricotait qu'à l'endroit. Alors, dans l'Europe du Sud et un peu en Allemagne, on tricotait avec des petites aiguilles, avec du fil très fin, avec des matières telles que le coton, la soie. Dans l'Europe du Nord, telles que l'Islande, la Norvège, l'Angleterre, on crochetait ou on faisait du nail binding, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou on utilisait des très grosses aiguilles, on utilisait plutôt des fibres animales telles que le mouton. Et on a retrouvé, et ça on en est certain, puisqu'on a retrouvé des traces en Lettonie notamment. Donc voilà pour cette partie du Moyen-Âge. On en arrive à une période où, comme je vous l'ai dit, les religieuses tricotent et les artisans tricotent. Les artisans vont valoriser ce tricot, on va valoriser les pièces de tricot et vont en faire un métier. Et on aborde le sujet des guildes du tricot. Parlons des guildes du tricot. Alors, les guildes du tricot, elles prennent leur essor à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. En effet, on s'est rendu compte que les bas cousus étaient très inconfortables parce qu'on avait une couture, que le tissu était quand même nettement moins extensible que le tricot, et qu'il était quand même plus facile d'obtenir une pièce tricotée un peu moins ajustée qui s'ajustera à un mollet de 1 ou 2 cm de différence que une pièce cousue où il faut coudre sur pièce et faire du sur-mesure. Donc à cette époque-là, c'était l'époque où on raccourcissait très fortement les pantalons chez les hommes et on avait des choses très hautes. Donc on en est arrivé à ce que les artisans fassent des guildes où il y ait des technicités de mise de plus en plus en avant, où ils se spécialisaient dans les pièces qu'ils proposaient et ils en faisaient un métier. On est toujours dans le tricot à la main à cette époque. Donc entre le XIVe et XVIe siècle, il y a eu un essor des guildes du tricot qui étaient majoritairement des hommes, qui n'étaient que des hommes d'ailleurs. D'ailleurs, je vous ai dit dans un de mes podcasts que c'était un art de femme, mais à cette époque-là, ce n'était pas vrai. Donc c'était un métier d'homme, on tricotait des matières luxueuses pour pouvoir vendre à la noblesse, pour pouvoir faire à la noblesse et aux religieux. On tricotait des gants, on tricotait des chapeaux, des bonnets, des chapeaux en laine, on tricotait aussi des choses, et non pas des chaussettes, comme je vous l'ai dit, les choses, elles pouvaient être montées très haut. Donc, chacun se spécialisait plus ou moins dans une technique ou l'autre, et d'ailleurs, ceux qui faisaient les chapeaux, ça en est devenu ce qu'on appelle la bonnetterie, et ça en est devenu quelque chose, la bonnetterie maintenant, c'est la lingerie. Donc c'est là que ça dérivait, et je ne suis pas suffisamment spécialisée pour vous parler de ça, mais voilà un peu d'où sont issues certaines catégories des métiers du textile. Donc, ces guildes, c'était des personnes où il fallait entrer dedans, comme on était tailleur sur pierre, comme on était menuisier, il y avait des guildes, il y avait des congrégations, il fallait être capable de pouvoir prouver qu'on était capable de rentrer dans une guilde, donc on pouvait devoir faire des chefs-d'œuvre, donc il n'est pas rare de trouver des pièces qui n'étaient pas des tapisseries, mais qui étaient des pièces tricotées avec un jacquard très complexe, avec un fil luxueux, et qui était un peu, en quelque sorte, le chef-d'œuvre que produisait la personne qui voulait rentrer dans cette congrégation. Donc on a ces pièces-là, et c'était des personnes qui étaient très douées au niveau technique. Et ce n'étaient pas des femmes. Donc, ce qui se passait, c'est que le membre de la guilde de tricot, qui était présente en Angleterre, on en trouve en Angleterre, on en trouve en France, on en trouve en Allemagne, pour pouvoir rentabiliser plus d'argent, pour tricoter plus vite, parce que ça restait du tricot à la main, sous-traitait à sa femme, à sa fille, à sa mère, à une femme, mais ne lui laissait pas la technicité, parce qu'une femme n'était pas suffisamment intelligente et suffisamment agile, n'avait pas suffisamment de dextérité pour pouvoir tricoter des pièces complexes. Donc souvent, pour une chose, elle tricotait la tige, elle tricotait le bas du pied, mais elle ne tricoterait pas le talon, par exemple. Donc dans ces guildes-là, c'était très
sexiste, les femmes étaient considérées comme incapables de pouvoir tricoter des choses complexes et c'était réservé aux hommes. On a tricoté encore une fois qu'en maille en droit. C'est seulement au XVIe siècle qu'on a commencé à découvrir la maille en verre pour pouvoir faire du décor, pour pouvoir commencer à faire de la dentelle. Et après, par la suite, commencer à tricoter à plat puisqu'on ne tricotait qu'en rond. On tricotait sur des aiguilles en bois, voire en métal. Et on tricotait de très belles pièces de qualité, surtout en soie, pour, comme je vous l'ai dit, la noblesse, ou alors les représentants du clergé. Mais si il existait ces guildes d'artisans qui faisaient des pièces de luxe, il existait aussi dans les campagnes des gens qui essayaient de pouvoir s'enrichir un petit peu plus et de faire un peu d'argent de côté, des personnes qui tricotaient des pièces plus communes pour pouvoir avoir des choses aussi un peu moins luxueuses, un peu moins bien finies, mais des vêtements utilitaires. Donc, c'en était une source de revenus pour les personnes pauvres au XVIe siècle. Donc, tout le monde tricotait pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et ces guildes sont tombées un peu en désuétude le jour où un vicaire appelé William Lee, ayant sa femme qui était tricoteuse à la main professionnelle, a voulu aider sa femme, parce que sa femme, c'était un travail pénible, a voulu aider sa femme et a commencé à mécaniser, si vous voulez, à créer la première machine à tricoter. Donc, on a eu la création de la première machine à tricoter à la fin du XVIe siècle, vers 1589, je pense, si j'ai bon souvenir, qui a été un peu la fin de la guilde des artisans, puisque ce vicaire a créé une machine qui permettait de tricoter beaucoup plus rapidement, des pièces plus simples, tricotées en rond, des choses notamment. Alors, au début, ça n'a pas trop bien fonctionné, mais après, les Anglais, de manière très jalouse, ont gardé leur secret, ont commencé à créer et à lancer des manufactures de création de tricot, enfin de pièces de tricot. On est au début de l'industrialisation, et puis ça a atteint la France, la Belgique, pour pouvoir créer des pièces à tricoter, et c'est à la fin des guildes des artisans, et à ce moment-là, on a vraiment une scission entre le tricot fait main et le tricot industriel. Alors, on est au début des manufactures, on est au début du tricot industriel et du tricot fait main. Le tricot industriel va suivre son chemin, le textile, le jersey, etc., etc. Je ne vais pas vous parler de ça, mais moi je vais vous parler des ouvrages de dames, donc du travail d'aiguille des femmes. Donc, au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début du XVIIIe siècle, les femmes tricotaient. C'était considéré comme une activité convenable. C'est quelque chose qu'on enseignait au couvent. Donc, au couvent, vous y retrouviez aussi bien des jeunes filles aristocrates que vous retrouviez des filles pauvres, des jeunes filles pauvres. Alors, ce qu'on leur enseignait n'était pas la même chose. L'une, c'était plus, pour les jeunes filles aristocrates, c'était plus pour les occuper, tandis que les jeunes filles pauvres, c'était pour leur fournir, leur apprendre une technique pour pouvoir trouver un métier. Donc ces jeunes filles aristocrates, on leur apprenait les travaux d'aiguille, la broderie, le tricot, etc. pour occuper leur cerveau, pour qu'elles ne restent pas à rien faire, qu'elles ne lisent pas, qu'elles n'aient pas l'occasion de pouvoir laisser vaquer leur esprit à des choses peu convenables. Alors, peu convenables, on s'entend. Donc, on leur apprenait le tricot. Il fallait qu'elles fassent leur trousseau, il fallait qu'elles soient capables de pouvoir mener un foyer. Et ces jeunes filles pauvres, on leur apprenait de quoi pouvoir travailler et avoir quelque chose qui leur rapporterait de l'argent, parce qu'on est à l'époque des manufactures, mais on a encore besoin de petites mains. Et donc, ces petites mains, ce sont ces jeunes filles pauvres qui apprennent dans les couvents à tricoter. Donc, on cantonne la femme dans un rôle de personne docile qui travaille dans l'intimité du foyer. On a des contre-exemples à cette époque-là. On a un contre-exemple qui date de la Révolution française de 1791, qui sont les femmes qui venaient avec leur tricot, qui étaient mal perçues évidemment parce qu'elles faisaient entendre leur voix, à des débats politiques sur la convention, des débats politiques qui sont des débats politiques menés par les hommes, mais ces femmes venaient avec leur tricot et osaient parler. Donc c'est un contre-exemple. Parce que la majorité des femmes sont des femmes qui se taisent.
c'est des femmes qui prennent le tricot comme le travail idéal, c'est-à-dire que le tricot est considéré comme la pièce que vous pouvez poser, c'est la réalité. Vous tricotez, vous finissez votre rang, vous posez, vous pouvez faire autre chose et puis vous reprenez votre tricot. Mais donc c'était le travail d'aiguille idéal qui faisait que vous ne perdiez jamais de votre temps, vous ne laissiez jamais une minute à la futilité, vous ne laissiez jamais une minute au bavardage, vous ne laissiez jamais une minute aux lectures tendancieuses et vous vous occupiez en permanence vos mains pour pouvoir satisfaire le bien-être des autres, le bien-être de votre famille, pour pouvoir produire des pièces, pour pouvoir être bien cadré, bien gentil. Voilà pourquoi le tricot est considéré comme complètement à l'opposé du féminisme. C'est pas surprenant que soit vu comme une image totalement opposée au féminisme encore actuellement. Donc là, on est 18e, 19e siècle. Au 19e siècle, c'est l'ère victorienne. Le tricot a toujours le vent en poupe. Il est utilisé dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les institutions de charité, dans les endroits où on recueille les jeunes filles abandonnées et on leur apprend le tricot. Et là, on est dans la pure, chrétienté, charité chrétienne, entre guillemets. Je suis très sarcastique en disant ça, parce que on cantonne la femme à la docilité. La femme doit se taire, doit être la jeune femme douce, tranquille, qui se tricote, qui fait des pièces pour les autres, qui assure le bien-être des autres. C'est là qu'on voit apparaître les premiers manuels de tricot, d'ailleurs, à l'ère victorienne. Mais ces premiers manuels de tricot, ils sont complètement inaccessibles pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont réservés, vous étiez dans une institution X, eh bien l'institution X, elle produisait son manuel de tricot, mais seulement il n'y avait absolument pas de cohérence au niveau du langage. On vous apprenait une maille en droit, c'était je sais pas quoi, mais c'était certainement pas une maille en droit pour l'institution d'à côté. Donc vous n'aviez pas de cohérence et de cohésion, vous n'aviez pas d'échantillon, vous saviez pas quelle aiguille utiliser, vous ne saviez pas quelle matière utiliser, donc ce n'était jamais que, c'est comme si moi je prenais des notes sur le tricot que je suis en cours et que, mes notes ce sont mes notes, quoi. Vous retrouveriez face à mes notes, vous ne sauriez pas quoi faire. Voilà, c'est ça. C'était pas uniformisé, et donc on pouvait pas en tirer grand chose. C'était quelque chose qui était réservé à une certaine sphère, à une certaine personne issue de tel milieu. Donc, on n'a pas de cohérence à ce niveau-là, on ne sait pas se baser sur un modèle. C'est à cette époque qu'on voit apparaître aussi les publications dans certains journaux, mais c'est toujours pareil. C'est quelques mots et à la limite sur un ticket de métro, quoi. Et vous deviez sucer de votre pouce l'information et savoir quoi tricoter. Donc c'était absolument pas destiné aux tricoteuses débutantes. Il fallait une expérience certaine et de se dire ah ouais, ça doit aller comme ça et ça doit aller comme ça. Donc on en est là à l'ère victorienne. Donc le tricot a toujours le vent en poupe, mais ça reste quand même une activité très charitable où les femmes sont très calmes, ne bavardent pas, se conforment, se taisent. Donc, voilà. Ça, c'est les premières préconisations. Ensuite, on met en avant le fait que la laine est quelque chose. Le tricot continue à avoir le vent en poupe parce que la laine est quelque chose de bon à la santé. Donc, les médecins de l'époque incitent les personnes à porter des chaussettes en laine, des jupes en laine, des jupons en laine, etc. Donc, on continue à tricoter et à pouvoir produire des pièces tricotées. C'est aussi l'époque où on commence à avoir les premières teintures chimiques. Donc, ça ouvre un panel des couleurs qui n'existaient pas avec les teintures naturelles. Donc, on a ce vent en poupe qui va continuer jusqu'au début du 20e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, du tricot, comme une activité féminine, contrairement à ce que c'était au moment de la période des guildes, où c'était une activité masculine. Ici, on a basculé dans l'activité féminine accessoire pour tenir la femme silencieuse et bien douce et bien gentille au foyer. Nous en sommes au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on commence à aller au ski, on commence à aller à la plage, on commence à porter, et le tricot commence à était déjà la mode, mais il l'est encore plus. On porte des écharpes, on porte des bonnets, on commence à porter des pulls.
Donc, début du XXe siècle, on a cet essor du tricot. Survient la guerre 14-18. Donc, tout le monde s'est tricoté, plus ou moins, à cette époque-là. Survient la guerre 14-18. Guerre 14-18, guerre de tranchées. Guerre de tranchées, des hommes qui sont sur le front pendant des mois, des années, au même endroit, sans bouger. C'est pas une guerre mobile, c'est une guerre statique. Dans un endroit où il pleut, on parle de Ypres, on parle de Verdun, les tranchées sont pleines d'eau, il y a des maladies, il faut absolument préserver les pieds des soldats. Il faut que les soldats aient chaud, parce qu'ils sont tout le temps, enfin, il fait pas spécialement froid. Alors, il y a des moments où il fait froid, on parle du nord de la France, on parle de la Belgique. Il y a des moments où il fait froid, et des moments, mais seulement c'est l'humidité qui pose problème. Donc, on va faire appel à l'effort collectif. C'est l'époque où on va demander de tricoter des écharpes, des bonnets, des pulls pour les soldats, mais surtout des chaussettes. Pourquoi des chaussettes? Parce que les chaussures des soldats à l'époque étaient des chaussures qui étaient très dures, très difficiles à porter, très douloureuses, et donc les soldats mettaient 2 paires de chaussettes. Un pour ne pas se créer de plaies aux pieds, et surtout pour garder leurs pieds au sec. Et comment garder des pieds au sec et comment ne pas créer de plaies quand vous allez, venez, vous marchez, allez, venez, etc. On ne parle pas ici d'une petite balade, hein. Il fallait absolument que ces chaussettes soient nickel. À cette époque-là, on n'avait pas les capacités au niveau des machines de faire des chaussettes qui n'avaient pas la moindre couture. Donc on a fait appel à l'effort collectif et au tricot main, parce qu'on savait tricoter en rond, sans faire de couture. D'ailleurs, une petite anecdote, le Kitchener Stitch, donc la façon de fermer avec cette fermeture-là, cette couture sans couture, d'une certaine manière, ce rabattage sans couture, vient de Lord Kitchener. Moi, je pensais au départ que ça venait des cuisines, mais non, ça vient de Lord Kitchener, qui était ministre de la guerre, et qui tapait du poing sur la table en disant « il faut des chaussettes sans couture, il faut des chaussettes sans couture, il faut qu'elles soient hautes, il faut qu'elles soient longues, il faut qu'elles soient chaudes, il faut qu'elles soient sans couture ». Donc, ça vient de là. On a fait appel à la volonté et à la bonne volonté de toute la population pour faire des chaussettes. Tout le monde tricotait dans le train, dans le bus, chez le médecin, en attendant, le soir. Tout le monde tricotait. Enfants, hommes, femmes, militaires qui revenaient du front, prêtres, tout le monde tricotait pour l'effort de guerre. La laine était relativement facile à trouver, donc on pouvait encore se tricoter des pièces à côté, mais tout le monde participait à l'effort collectif et c'était considéré comme important d'apporter des pièces aux hommes qui étaient sur le front, alors que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit partout, on participait à l'effort de guerre. Donc tout le monde apprenait à tricoter, et les enfants qui étaient là apprenaient à tricoter à cette époque-là. Donc le tricot a vraiment été très important à cette époque-là, et il a continué à avoir cette importance, parce que 1910-1920, c'est l'ère de Coco Chanel. Coco Chanel, elle a inventé autre chose dans la mode. On n'est plus dans les robes à crinoline, engoncées, on est dans la fluidité, on est dans le mode sportif, et on a ces pulls avec un col en V, avec des torsades, des tissus très fluides, des jupes plissées, qui prennent l'essor, qui sont la marque Chanel, et en fait le tricot c'est la maille, voilà, Chanel c'est la maille, et c'est non seulement la validité de la maille domestique, mais on retrouve la maille dans la haute couture, et quasiment tous les grands couturiers font appel à la maille, commencent à explorer les formes géométriques, à insérer des patchs de couleurs à droite à gauche, ça dans les années 20, dans les années 30. Donc on a vraiment une prédominance de la maille dans la mode, dans la haute couture, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc ce tricot reste très présent, va rester présent même si la mode Chanel commence à passer, qu'on est dans les années 30. Les années 30, c'est la Grande Dépression. C'est le moment où il y a eu le crash boursier, le très gros crash boursier, où on est pré-guerre 40-45, où les gens ont énormément de mal à vivre, où il y a une crise économique qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. Et donc, on continue à tricoter, non pas parce que c'est la grande mode, même si ça continue à être un peu la mode, mais aussi parce que c'est l'art de la dribrouille et que ça permet de pouvoir gagner un peu d'argent. Donc on est dans les années 30, on bascule dans la guerre 40-45, et dans la guerre 40-45, là, on se rend compte que la laine est rationnée, parce qu'en fait, la laine, les matériaux servent pour l'armée, et notamment pour faire des parachutes, donc la soie servira à faire des parachutes, on n'a plus de bas de soie par exemple,
les femmes ne mettront plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films d'époque, les femmes se teignaient les jambes pour faire croire qu'elles avaient des bas, parce que la soie servait, c'était des matériaux qui étaient vraiment rationnés, la soie, pour faire ses parachutes. Mais malgré tout, on fait quand même appel aux gens pour pouvoir produire des pièces. Et à ce moment-là, on commence à tricoter autre chose que de la laine. On détricote des vieux pulls, on fait de la récup, mais on va aussi utiliser des matériaux qui ne sont pas des matériaux qui datent, qui sont pas de la laine en tant que telle, qui ne sont pas vendus comme de la laine, mais on va utiliser du galon ou d'autres fils qui ne sont eux pas rationnés pour pouvoir faire des pièces tricotées. Donc on fait preuve d'inventivité à cette époque pour pouvoir faire des pièces. Comme on a vraiment peu de matériel tricoté, on a vraiment peu de matériel, on commence à raccourcir les manches, à raccourcir le corps, à faire des pièces un peu plus intelligentes, beaucoup plus construites, beaucoup plus différemment pour pouvoir porter des pièces tricotées sans que ça prenne une quantité énorme de matières premières qui est probablement rationnée. Voilà pour la guerre. La guerre se termine. On arrive à la fin de la guerre. L'Europe a subi un choc et est à reconstruire. Et on en arrive aux années 50 où là, on est dans les Golden Age ou les Golden Years, où on a beaucoup plus d'argent, forcément, puisqu'il faut tout reconstruire, l'industrie tourne à son plein. Et on est dans l'industrialisation à son plein. On a créé des fibres synthétiques qui sont plus économiques. Donc, c'est l'apparition du nylon, c'est l'apparition de l'acrylique. On est dans la mode, où on attire l'attention aux femmes qu'elles peuvent accessoiriser leurs vêtements, qu'elles peuvent s'habiller très correctement, être vraiment mode, c'est la mode pin-up avec des vêtements très cintrés, et c'est quand même beaucoup plus facile de faire un tricot cintré que de faire une pièce de couture cintrée. Donc, le tricot est vraiment aussi dans une période d'or, si vous voulez. On tricote énormément, on exploite des fibres qu'on n'avait pas encore connues, qui leurrent un peu, parce qu'à la limite, on est presque à de la fibre qui ressemble à de la laine. On ne sait pas de la laine, mais on est presque à de la fibre qui ressemble à de la laine et qui coûte nettement moins cher. Donc pour être à la mode, on continue à tricoter, on se fait des pièces, on se crée sa garde-robe en continuant à tricoter. On a une profusion d'accessoires, ça reste très présent, on a des couturiers qui continuent à mettre la maille en avant, même dans les années 70, donc je suis très très rapide sur cette période-là, mais on a Sonia Rykiel qui est la reine du tricot, qui met en avant le tricot, et on arrive aux années 70 où on a ces grands châles tricotés avec des carrés ou autres crochets, donc que vous soyez dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 70, vous allez retrouver des pièces tricotées dans la haute couture et dans la mode de tous les jours, des pièces tricotées ou crochetées parce que ça fait partie intégrante de la mode. Donc voilà pour ces années-là. Arrivent les années 70, là, reste présent le tricot dans la haute couture, par contre, comme on en est vraiment dans l'industrialisation, comme on utilise les matières synthétiques, les vêtements se démocratisent très fortement. C'est beaucoup moins cher. On arrive à faire des vêtements pour à moitié rien. C'est anti-féministe de tricoter parce qu'on a quand même encore gardé cette image du tricot de la femme docile. Donc, les femmes ne tricotent plus. On perd ce savoir-faire. On perd vraiment ce savoir-faire, les femmes ne tricotent plus parce que c'est considéré comme pas féminin. Les femmes commencent à travailler, commencent à prendre leur liberté. On parle de 68, donc c'est plus de bon ton de tricoter à cette époque-là, même si des personnes continuent à tricoter. Et donc, ça tombe en désuétude. C'est vraiment les périodes noires, c'est l'âge noir du tricot ces années-là. Malgré tout, à cette époque-là, c'est le moment où on voit apparaître deux grandes personnes très connues dans le monde anglo-saxon du tricot, qui sont Elizabeth Zimmermann et Barbara Walker, qui ont réinventé le tricot, qui ont remis le tricot au goût du jour, qui ont proposé de nouvelles techniques, notamment avec knitting without tears and knitting from the top. Donc, apprendre à tricoter en top-down, comment construire un pull, comment tricoter une jupe. Si vous avez en main ces livres-là, vous saurez que ils vous apprennent à tricoter des pièces sans trop vous prendre la tête. Alors, c'est pas un manuel de tricot, c'est pas un patron tel qu'on le connaît, ce sont plutôt des tutoriels pour vous aider à vous guider vers un patron.
si vous ne savez pas tricoter, vous aurez du mal à vous en sortir, mais elles ont vraiment réinventé le tricot, remis le tricot à la goût du jour et formalisé le tricot. Ces deux grandes personnes qui sont Elisabeth Zimmermann et Barbara Walker. Donc dans la haute couture, je vous le dis, le tricot continue à être présent avec Sonia Rykiel, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui est la reine du tricot. Donc on constate que le tricot, au fur et à mesure du temps, revient par vagues, à des moments où il est un peu moins présent, et là maintenant on est de nouveau dans un essor du tricot, avec la digitalisation et Internet. Avec l'essor des blogs, avec l'essor des articles Internet, avec l'essor des patrons PDF, et avec Ravelry, on se rend compte qu'en fait le tricot est de nouveau très présent parce qu'on fait de plus en plus de métiers dématérialisés et malgré tout on a envie de faire des choses de ses mains. On est plus dans on bascule dans le mouvement de la slow fashion, de faire des choses avec ses mains, respectueuses de l'environnement, respectueuses de l'animal, et donc on en est de nouveau dans un essor du tricot. Et contrairement à ce que l'image a pu être jusqu'à présent du tricot, là maintenant, tricoter devient féministe. Et pour terminer, je peux vous dire que c'est féministe parce que il y a eu un énorme mouvement aux États-Unis au moment où Trump a été élu, qui a été les Pussy Hats. Toutes les femmes se sont tricotées un bonnet rose pour manifester contre Trump et l'élection de Trump parce que ce type est totalement misogyne et qu'il était important que les femmes montrent qu'elles soient présentes, et c'était un acte féministe de se tricoter son bonnet rose. Donc voilà pour l'histoire du tricot. J'espère que je n'ai pas été trop long, pas trop brouillon. Je vous mets ici les sources dont je me suis servie pour pouvoir monter cette vidéo. Je vous agrémente d'images. Je vais essayer de vous en faire une synthèse avec toutes les données sur mon blog. Donc, si vous voulez avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide beaucoup, appuyez sur ce petit pouce. Si vous avez envie d'être mis au courant des nouvelles de Cristal Elka et de ma petite entreprise, n'hésitez pas à souscrire à ma newsletter et ce sera à bientôt.